Bonjour, bienvenue au webinaire sur les auto-entrepreneurs. Je me présente, Véronique Clément, chargée de partenariat à l'URSSAF de Normandie sur le site de Rouen. Fabrice et moi allons vous présenter donc le webinaire. Donc, nous allons commencer par l'URSSAF et vos interlocuteurs. Sachez que le webinaire vous sera retransmis. Donc, à quoi sert l'URSSAF? L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. L'URSSAF assure le financement de la protection sociale au quotidien, c'est-à-dire les caisses d'allocation familiale, la caisse primaire, la CARSAT, et nous encaissons des cotisations ou des contributions pour d'autres organismes que nous appelons partenaires. Ils sont à peu près au nombre de 900. On retrouvera le FNA, le Fonds national d'aide au logement, le SIVOM si on est sur Rouen et d'autres, France Travail, etc. Nous sommes là pour garantir les droits sociaux et l'équité entre les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises. C'est par le biais donc de contrôle que nous assurons cette mission de garantir les droits sociaux. Nous accompagnons les employeurs et les entrepreneurs tout au long de l'existence de leur entreprise, du début et à chaque moment important pour l'entreprise. Vous avez la carte de nos différents sites avec la possibilité de nous contacter, certes, par téléphone, par visio ou de vous déplacer éventuellement sur rendez-vous. Alors, je passerai assez rapidement sur les chiffres du réseau qui vous donnent pour 100 € la répartition. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des dates d'exigibilité lors de versement des cotisations. Pourquoi? Parce que dans les 7 heures qui suivent les encaissements, les sommes sont reversées à la fois aux caisses prestataires que je viens de citer, mais aussi à nos partenaires. Donc, en interlocuteur, vous aurez l'URSSAF, bien entendu, pour le versement des cotisations et contributions. Vous aurez la retraite, la CARSAT, pour les artisans commerçants, les professions libérales non réglementées, et la caisse primaire, comme les salariés, et d'ailleurs, comme toute catégorie de ressortissants d'ayant droit à la caisse primaire, à Amélie. Si vous êtes une profession libérale réglementée, donc on retrouve l'URSSAF et Amélie, la caisse primaire, pardon, mais on a la CIPAV. Donc là, ce sont pour certaines activités donc libérales réglementées. Les principes de l'auto-entrepreneur. Donc, le principe premier, c'est que le statut est incompatible avec certaines activités ou certaines situations personnelles. Alors, seules les activités qui sont répertoriées sur le site de la CIPAV peuvent être auto-entrepreneurs. Certaines activités réglementées, dont la caisse vieillesse n'est pas la CIPAV ou la CARSAT, ne peuvent pas être auto-entrepreneurs. Je donne un exemple, une infirmière qui dépend au niveau de la retraite de la Carpinco ne pourra pas être auto-entrepreneur dans le cadre d'une activité d'infirmière. C'est une activité réglementée, mais qui ne dépend pas de la CIPAV, mais de la Carpinco. D'autres activités comme les activités relevant de la TVA immobilière, les activités artistiques relevant de la sécurité sociale des artistes et les activités agricoles ne peuvent pas être auto-entrepreneurs. De même, au niveau des statuts, lorsque vous êtes gérant d'une société, en tant que dirigeant majoritaire, vous ne pouvez pas être parallèlement auto-entrepreneur, même pour une activité différente que gérant majoritaire d'une société, d'une SARL.
Alors, les principes, je pense que vous les connaissez déjà. Pour une année civile donc qui part du 1er janvier au 31 décembre et pour une activité de vente de marchandises, on est à 188 700, donc sur une année complète, et à 77 700 pour tout ce qui est prestations de services. Donc, là, en cours, si vous avez démarré en cours d'année, ce chiffre est proratisé. Vous avez d'ailleurs un exemple en bas de la slide. Alors, il y a des personnes qui ont des activités mixtes, c'est-à-dire à la fois de vente et de prestation. Alors, dans ce cas-là, dans l'absolu, il ne faudra pas dépasser 188 700, mais ne pas dépasser 77 700 au niveau de la prestation et 111 000 au niveau de la vente. Ne vous dites pas: «Bon voilà, je fais 120 000 au niveau de la vente et la différence au niveau de la prestation». Non, vous dépassez le seuil et donc vous vous exposez à être exclu du dispositif auto-entrepreneur l'année suivante. Enfin si vous le dépassez pendant 2 années consécutives. Il y a des cas particuliers, c'est le cas de la profession libérale réglementée, dont le seuil est de 77 700, qui donc est rattaché à la CIPAV, et ces activités ne peuvent pas dépasser 77 700, même si elles font de la vente. Alors, le statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut simplifié. C'est à la fois un microsocial, c'est pour ça que c'est un package au niveau des cotisations, et c'est aussi un microfiscal. Donc c'est l'association des deux, microsocial, microfiscal, qui donne le statut d'auto-entrepreneur. Le calcul est assez simple, c'est le chiffre d'affaires que vous avez encaissé durant le mois, si vous êtes mensuel, ou le trimestre civil bien sûr, qui servira de base au calcul des cotisations. En tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes une entreprise individuelle et de ce fait, vous devez annoter sur tous les documents de l'entreprise, quel que soit le support, que ce soit un support papier, facture, flyer ou des supports dématérialisés, un site internet, etc. Vous devez donc indiquer EI, entreprise individuelle, soit devant votre nom ou après. Un exemple, donc Véronique Clément, EI, voilà, ou EI, Véronique Clément. Aucune déduction de charges au niveau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous cotisez sur le montant que vous avez encaissé. Je dis bien encaissé. Si vous donnez des facilités de paiement à un de vos clients, c'est les sommes encaissées sur lesquelles vous devrez cotiser. Imaginons que vous ayez un paiement au mois de novembre, et que vous soyez mensualisé, c'est sur le mois de novembre que je vous déclarerai ce paiement. Si le solde est sur décembre, c'est sur décembre que vous renseignerez le solde. Donc, surtout, ce n'est pas le montant de la facture globale, c'est le montant que vous avez encaissé. Et il n'y a pas de déduction. C'est d'ailleurs les limites du statut d'auto-entrepreneur. Alors, ce statut est assez facile au niveau de la comptabilité parce qu'on n'a qu'un livre de recettes, qui doit être chronologique, bien sûr, et puis la facturation qui correspond. Un compte bancaire dédié. Alors, je dis bien bancaire, ça n'est pas forcément un compte professionnel. Ce compte dédié est obligatoire dès lors que vous avez dépassé pendant 2 années consécutives le montant annuel de 10 000 €. Cela dit, je ne saurais que vous conseiller d'avoir un compte dédié au moment de la création de l'entreprise, parce qu'en cas de contrôle, ça sera beaucoup plus difficile de justifier les entrées d'argent sur un compte
qui auraient des mouvements autres que des mouvements professionnels. Donc, en obligation comptable, comme je vous le disais, il y a le livre de recettes, la facturation lorsque vous êtes entre professionnels, donc l'émission d'une double facture, une pour vous bien entendu et une pour le client, et au niveau de tout ce qui est prestations au-delà de 30 € pour des facturations à des particuliers sur leur demande. Alors, tout ce qui est facturation, vous avez de l'information sur le site service.gouv, servicepublic.gouv. Alors, un dispositif de médiation en cas de client particulier doit être mis en place. Vous avez le site pour aller le consulter et voir ce que vous envisagez au niveau de la médiation, soit au moment où le problème se pose ou dès la création de votre entreprise, hein. Mais c'est à vous de faire la démarche auprès d'un service de médiation sans qu'il y ait pour autant besoin d'une intervention. Et cette notion de médiation doit être indiquée sur la facturation pour toutes les personnes, facturation bien sûr, et devis, et donc sur le site que vous auriez créé, par exemple. De même, pour certaines activités, il y a nécessité d'adhérer à une assurance professionnelle, selon l'activité. Là aussi, en allant sur le site de BPI Création, vous avez la liste des activités qui sont réglementées et où il faudra adhérer à une assurance. Alors, aucun frais, comme je vous le disais précédemment, ne peut être déduit du chiffre d'affaires pour le calcul des cotisations sociales. J'encaisse 1 000 €, je cotise sur 1 000 € avec les taux qui sont indiqués sur ma déclaration. Le seul cas où des frais peuvent être déductibles, ça s'appelle le débours. Ça va concerner donc le transport, l'hébergement, la restauration engagés par l'auto-entrepreneur, mais pour le compte de son client. Et ça répond vraiment à une procédure clairement identifiée et qu'il faut suivre à la lettre. Sinon, en cas de contrôle, il y a reprise des bases et donc de cotisation. Donc, de plus, sur cette prestation que vous faites pour l'intérêt de votre client, vous ne devez en aucun cas dégager une marge bénéficiaire. C'est une avance des frais. Et donc, dans ce cas-là, ils ne seront pas intégrés dans le chiffre d'affaires. Alors, vous avez donc, on va le voir un peu plus loin. On va voir un exemple plus loin. Au niveau donc des frais non déductibles, les chauffeurs VTC, les livreurs, la commission qui est prélevée sur leur, sur leurs prestations n'est pas déductible. Donc, si vous avez une prestation à 50 € et que la plateforme vous retire 5 €, vous cotiserez sur 50 €. De même, tout ce qui est financement participatif, les dons perçus doivent être soumis à cotisation. Alors, comme je vous en parlais précédemment, on a les frais de débours avec des règles à respecter. Donc, il faut avoir un accord écrit du client qui va récapituler la demande d'achat et le budget alloué. Bien entendu, vous aurez déjà un peu prospecté pour qu'il sache où il va aller. Bien, voilà. Lors de l'achat, vous devez
Enfin, la facture doit être établie au nom du client. J'insiste bien, le nom du client et pas le nom de l'entreprise, c'est-à-dire votre nom. Vous devez conserver un exemplaire de la preuve d'achat, donner bien entendu aussi l'original au client. Vous devez aussi conserver le document dans lequel il vous a autorisé à acheter le bien pour lui. Et donc, à ce moment-là, sur la facture, vous identifierez bien la prestation et le débours. Et vous ne cotiserez que sur le chiffre d'affaires. Une fois, bien sûr, le débours soustrait. Mais surtout, vous mentionnez bien le montant de la prestation, le montant du débours. Donc, si on prend une entreprise de plomberie chauffagiste, donc Valentin va intervenir chez Monsieur Dupont pour changer la chaudière. Pour que l'entreprise Valentin n'intègre pas le montant de la chaudière dans son chiffre d'affaires, mais puisse donc le déduire, il faudra absolument procéder de la façon suivante. Facture d'achat, la chaudière, auprès donc du fournisseur au nom donc du client. Très important. En double exemplaire, un que vous conserverez et un que vous donnerez au client. La facture donc d'achat, donc peut être avec des virgules, hein, style 500 € 36, enfin, peu importe, hein, c'est un exemple. Vous devez bien annoter 500 € 36. Vous n'arrondissez pas à 500 ou à 501 €. C'est au montant, vraiment le montant qui est indiqué sur la facture. Donc, sur la facture, vous indiquerez le montant donc, de la prestation distinctement du montant du débours. Et donc, vous conserverez l'exemplaire de la facture, je me répète, mais c'est vraiment important, hein, ainsi que l'accord du client pour que vous effectuiez à sa place l'achat. Et donc, dans ce cas-là, seule la partie prestation sera soumise à cotisation. Alors, point de vigilance au niveau de l'auto-entrepreneur. L'impôt sur le revenu. En même temps que vos cotisations sociales, vous pouvez payer l'impôt lié à l'activité d'auto-entrepreneur par le biais de l'option pour le prélèvement libératoire. Alors, en même temps que si vous prenez cette option, en même temps que vous paierez vos cotisations, vous paierez votre impôt. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que ça peut être intéressant pour vous ou pas. Donc déjà, il y a des conditions pour pouvoir en bénéficier. Vous voyez, elles s'affichent sur l'écran, mais si vous répondez à ces conditions, il faut aussi voir, il y a un simulateur sur le site impôt.gouv, si cette solution est intéressante pour vous. Il y a d'ailleurs un exemple avec deux foyers fiscaux dans des configurations identiques, mais avec des montants différents. Et pour un, c'est intéressant, et pour l'autre, non. Donc, attention à l'option pour le prélèvement libératoire. J'ai envie de vous dire, si vous ne payez pas d'impôt, surtout ne prenez pas cette option. Alors, vous pouvez toujours en changer dans les 3 mois qui suivent votre début d'activité. Et sinon, c'est à faire avant le 31 octobre de l'année civile en cours. Autre chose, concernant cette option, rapprochez-vous, si vous ne la prenez pas, auprès des impôts pour, lorsque le calcul de l'impôt sera effectué, voir éventuellement à mettre en place un prélèvement, mais directement, pas par le biais
de l'option pour le versement libératoire de l'impôt. Ensuite, on a la cotisation foncière des entreprises, qui, elle, va dépendre du lieu où vous allez exercer votre activité, mais aussi du chiffre d'affaires que vous allez créer. Alors, si votre chiffre, alors la première année, vous en êtes exonéré. D'où l'intérêt de commencer une activité plutôt en début d'année, puisque cette cotisation foncière des entreprises est exonérée du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y a pas de proratisation ni de date à date, c'est-à-dire que si vous commencez en janvier, vous aurez 12 mois, si vous commencez en novembre, vous aurez 2 mois. Donc, si vous avez commencé en 2025, elle sera due à partir de 2026. Elle est donc directement à voir au niveau des impôts. Donc, c'est sur impôts.gouv que vous aurez de l'information. Et elle peut être exonérée si votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 € sur une année civile, 1er janvier et 31 décembre, ou dans certains cas, sur certaines communes. Donc, la TVA. L'auto-entrepreneur est en franchise de TVA. Ça doit d'ailleurs apparaître sur les documents. Il peut toutefois vouloir payer de la TVA, ça existe. Par contre, là, dans ce cas-là, il faut se rapprocher de l'administration fiscale. Alors, attention au montant de chiffre d'affaires. Alors, c'est toujours pareil sur une année civile, 1er janvier, 31 décembre. Donc, un chiffre d'affaires qui dépasse dans l'année civile 85 000 pour la vente, donc, et 37 500 pour les prestations de services, et donc l'année qui suit, vous êtes redevable de la TVA. Alors, voilà, ça, c'est l'année qui suit. Par contre, si vous dépassez les 93 500 pour la vente et 41 250 pour les prestations de services, c'est le jour du dépassement que la TVA s'applique. Alors attention, si vous avez effectué un devis, parce que là, la facture devra mentionner de la TVA. Alors, bon, qui dit TVA, donc dit aussi TVA, donc dit déductible. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez toujours déduire à partir du moment où vous serez redevable de ce qu'on appelle la TVA déductible. Bon, maintenant, sur tout ce qui est vos achats. Donc, attention à la TVA, sinon vous sortez du dispositif. Là encore, c'est une information au niveau fiscal. Alors, vos cotisations et l'ACRE, donc qui dit cotisation, dit donc ensuite ouverture de droit à prestation. Donc, le package, le fameux micro-social dont je parlais tout à l'heure, comprend la maladie, maternité, indemnité journalière, l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite, la CSG, CRDS, ainsi que la contribution à la formation professionnelle. Donc, en fonction de votre activité, les taux seront différents. Et si vous avez une activité de vente et de prestation, eh bien, en fonction du chiffre d'affaires, il faudra d'ailleurs le détailler, vous aurez les taux différents en fonction de la partie vente et de la partie prestation. Ces cotisations peuvent être payées, comme je vous le disais, trimestriellement, trimestre civil, janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre, ou mensuellement. À chaque fois, c'est le mois qui suit la période, donc mensuelle ou trimestrielle. Alors, si vous bénéficiez de prestations France Travail, eh bien, ça sera mensuel, puisque vous avez besoin de communiquer mensuellement le montant de vos revenus. Alors, je vais passer assez rapidement sur les taux, puisque comme vous avez déjà démarré votre activité, vous les connaissez. Vous avez d'un côté l'ACRE,
alors attention au niveau de l'ACRE, il faut en faire la demande, c'est pas automatique. Et puis, bon, le cas général, une fois que la période est passée. Donc, l'ACRE, c'est lorsque vous n'en avez pas bénéficié, donc précédemment. Vous devez en faire la demande à partir du site de l'auto-entrepreneur. Donc, vous avez cette facilité et il faudra donc nous adresser la demande avec les justificatifs en fonction de votre situation. L'ACRE ne concerne pas un changement, un transfert de lieu d'exercice, hein, c'est pas la peine, dans la mesure où vous en avez déjà bénéficié. La modification des conditions d'exercice de l'activité que vous avez, hein, et ou la reprise d'une même activité dans la même année, hein, la radiation a eu lieu dans la même année et la reprise soit dans l'année suivante ou la même année. Dans la mesure où vous en avez bénéficié, ça ne sera pas possible. Par contre, alors vous avez donc un exemple de création d'une activité en janvier 2019 avec une cessation en 2023. Donc la reprise d'une activité en 2024, pas de bénéfice, dans la mesure où on n'a pas une année civile entière, donc sans activité en qualité d'auto-entrepreneur. Hein, donc il faudrait attendre 2025 pour à nouveau en bénéficier. Alors là, vous avez donc comment déterminer la durée, parce que pour l'auto-entrepreneur, en fonction de la date de votre activité, ça peut aller de 9 mois à 12 mois. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'exemple 1 du 28 mars 2025, ça s'arrête le 31/12/2025. Et là, on voit bien qu'on n'a pas une année d'exonération ACRE. Et dans l'exemple suivant, par contre, là, on a nos 12 mois. Pourquoi? Parce qu'on est au début du trimestre. Vous avez déjà démarré votre activité, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu bénéficier de l'ACRE, mais ne soyez pas étonnés, si vous avez démarré en début de trimestre, ça sera sur 12 mois, effectivement. Par contre, si c'est en cours de trimestre, ça s'arrêtera à la fin du trimestre qui précède le début d'activité. Donc, la contribution à la formation professionnelle, la CFP, est due, c'est à part des cotisations sociales. Nous l'encaissons pour notre partenaire. Et donc là, en fonction de votre catégorie, commerçant, artisan ou profession libérale, le taux donc de CFP est différent. Vous aurez pour les personnes qui dépendent des chambres consulaires CCI, CMA, l'année qui suit, un taux que nous encaissons pour reverser aux chambres consulaires. Au niveau de la protection sociale, donc vous cotisez, comme je vous le disais, au niveau de la maladie, de la retraite, de la caisse d'allocation familiale, et donc vous bénéficiez, sous condition bien entendu, de prestations. Alors au niveau donc de la CAF, que vous soyez auto-entrepreneur, rentier, salarié, étudiant, c'est en fonction de vos ressources. D'accord? Donc, par contre, ce qui est important, c'est que vous ne cotisez pas pour le risque accident du travail, maladie professionnelle, ni pour le chômage. De ce fait, vous n'êtes pas protégé pour ces deux risques. Et puis, en fonction de ce que vous aurez cotisé, vous ouvrez éventuellement droit à la formation professionnelle. Bien entendu, si vous avez effectué des déclarations de chiffre d'affaires à 0 pendant une année, vous n'aurez ouvert aucun droit. Alors, l'assurance maladie, les prestations en nature, comme ce qu'on appelle la couverture de base, encore une fois, elle est
pour que vous soyez auto-entrepreneur, travailleur indépendant qui cotise sur un revenu, salarié, rentier, retraité, c'est la même pour tout le monde. Les prestations en espèces, c'est-à-dire les indemnités journalières, maladie, elles vont être calculées en fonction de ce que vous aurez versé. Donc là, on parle de la base moyenne des revenus cotisés des 3 dernières années. Alors vous me direz: «Mais oui, mais moi je viens de démarrer». Bon, dans ce cas-là, rapprochez-vous de la caisse primaire pour voir, ce qu'il en est concernant votre situation. Mais sinon, ce qu'il faut noter, c'est qu'on parle au niveau de la prestation de revenus et non pas de chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chiffre d'affaires est converti en revenus. Alors, vous allez me dire comment on fait pour convertir un chiffre d'affaires en revenus? Eh bien, on le multiplie par le pourcentage du micro-fiscal qui va être de 71 si on fait de la vente, de 50 si on fait de la prestation et de 34 lorsqu'on est une activité libérale, réglementée. Donc, au niveau de la maternité, paternité, on a une allocation forfaitaire de repos maternel plus une indemnité journalière d'interruption. Donc, vous pouvez aller sur le site Amélie. Au niveau de l'accident du travail, maladie professionnelle, on a bien vu qu'il n'y avait pas de prise en charge, d'accord? À part, mais là, c'est une charge supplémentaire, soit vous vous rapprochez d'une assurance privée pour couvrir ce risque, soit auprès de la caisse primaire, vous demandez à ouvrir ce qu'on appelle une assurance volontaire. Et donc à l'URSSAF, vous aurez un compte assurance volontaire qui vous couvrira en cas d'accident professionnel, accident du travail ou maladie professionnelle. Et puis, la complémentaire santé, alors c'est pareil, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de prendre une mutuelle. Vous pouvez bien entendu prendre une mutuelle, soit auprès d'une assurance privée ou auprès de la caisse primaire. Au niveau de la retraite de base, bon, c'est assez simple à comprendre, c'est donc 50 du revenu moyen des 25 meilleures années. Ça, c'est la retraite de base. D'accord? C'est le calcul, quel que soit votre statut, que vous soyez salarié ou non salarié, c'est la même chose. Bon, lorsqu'on est artisan, commerçant, profession libérale non réglementée, on est rattaché à la CARSAT comme les salariés. Et lorsqu'on est profession libérale réglementée, on est rattaché à la CIPAV. Et donc, c'est vers vers la CIPAV qu'il faudra vous renseigner pour connaître les modalités de calcul. La retraite complémentaire obligatoire, donc elle, elle est calculée en fonction des cotisations que vous aurez versées. Et dans ce cas-là, si vous voulez, les cotisations versées ouvrent droit à un certain nombre de points et c'est à partir de ce calcul de points que la pension vous est réglée. Au niveau de l'invalidité, donc c'est un parcours qui démarre avec votre médecin traitant et donc qui est suivi à la fois par le médecin et la caisse primaire. Et donc là, pareil, si vous êtes si vous êtes artisan, commerçant, profession libérale non réglementée, c'est la caisse primaire, alors que si vous êtes au niveau d'une profession libérale réglementée, c'est la CIPAV pour l'invalidité et le décès. Et la retraite complémentaire facultative, comme son nom l'indique, elle n'est pas obligatoire, c'est une charge supplémentaire et là, c'est auprès d'un assureur privé. Au niveau de la famille, bon, vous pouvez ouvrir droit à des prestations, elles sont identiques pour tout le monde. Comme je vous le disais, c'est une question de ressources. La formation professionnelle, eh bien, vous ouvrez des droits si des cotisations sont versées.
À savoir que c'est également accessible aux conjoints collaborateurs et le chômage, donc qui n'est pas couvert du tout. Alors, dans certains cas, hein, vous pouvez bénéficier sous condition, alors ça sera à voir au niveau du site France Travail, d'une comment pourrais-je dire? D'une allocation travailleur indépendant, mais vraiment c'est soumis sous condition. Donc, nous vous accompagnons, tout au long de la vie de votre entreprise, du début. Alors, vous je ne pourrais que, vous inviter à adhérer, au service, mes premiers mois avec l'URSSAF. Pendant 9 mois, vous allez être suivis, vous aurez, des newsletters, des invitations à des webinaires, différentes, les lettres, enfin les newsletters évolueront avec, la période où en est votre entreprise. Donc franchement, ne ratez pas cette possibilité. Bon, en sachant que bien entendu, même si vous n'adhérez pas, vous pourrez toujours, avoir des informations à notre niveau. Mais bon, c'est intéressant d'avoir de l'information qui vous arrive avant que le problème ne se pose. Donc voilà vous pouvez avoir donc, comment créer, son compte en ligne. Bon ça dans l'absolu, si vous allez sur le site de l'auto-entrepreneur, vous avez, la marche à suivre, mais qu'est-ce qu'on doit faire, dans les 90 jours et cetera? Quoi faire en difficulté de paiement? Qu'est-ce que c'est que Help? Donc voilà. Et donc, vous avez la possibilité, donc de déclarer, vos cotisations à partir d'une application gratuite. Tous nos services sont gratuits. Quand je vous parlais tout à l'heure de mes premiers mois avec l'URSSAF, c'est gratuit. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Alors, là, quoi faire lorsqu'on sort du dispositif? Alors, il y a, le dispositif où on l'a vu, vous dépassez, les seuils et donc là, c'est automatique, voilà. Mais, vous pouvez très bien, en sortir, donc, à partir du moment où soit vous cessez votre activité, tout simplement, d'accord? Donc il faudra faire, une radiation sur le site de l'INPI. S'il y a une modification d'activité qui ne permet pas une activité qui ne permettrait pas d'être auto-entrepreneur. Hein, on a vu tout à l'heure qu'il y avait certaines activités qui étaient exclues du statut. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas une radiation, mais c'est une modification d'activité qui génère le fait que vous ne pourrez plus être auto-entrepreneur. Donc on voit changement de statut, c'est-à-dire que vous quittez le statut d'auto-entrepreneur pour devenir, par exemple, gérant majoritaire. On a vu que ça n'était pas compatible, ou pour une activité qui serait agricole, par exemple. Hein. Donc là, on sort du dispositif auto-entrepreneur et la cessation d'activité. Ça, vous avez la sortie d'activité obligatoire. Donc, c'est-à-dire que vous avez dépassé les seuils ou pendant 2 ans, vous avez fait des déclarations de chiffre d'affaires à 0. Alors dans ce cas-là, c'est l'URSSAF qui vous radie. Alors, on vous adresse un courrier pour vous dire qu'on va radier votre compte. Voilà. S'il n'y a pas de réaction, on radie le compte. Mais par contre, le compte est radié à l'URSSAF, mais il n'est pas radié au niveau des autres interlocuteurs. On a vu la caisse primaire, on a vu les impôts, la CARSAT ou la CIPAV. Donc, attention à ce que le fait que le compte ne soit pas radié au niveau des autres partenaires, ça ne vous pose pas de problème, notamment au niveau de la cotisation foncière des entreprises, puisque pour les impôts, vous seriez toujours une entreprise active. Alors, les statuts du conjoint. On a 2 statuts au niveau possible lorsqu'on est auto-entrepreneur.
soit votre conjoint est salarié, mais n'oublions pas que le statut d'auto-entrepreneur, aucune charge ne peut être déductible. Donc, le salaire et les cotisations patronales liées à l'emploi de votre conjoint ne peuvent pas être déductibles du chiffre d'affaires. Donc, attention, hein. Et puis, le statut de conjoint collaborateur, il va pouvoir être utilisé sur une période limitée à 5 ans. Sauf si le conjoint est proche de la retraite. Dans ce cas-là, il y a une possibilité de dépasser ces 5 ans. Mais sinon, c'est 5 ans. Et après 5 ans, le conjoint devient obligatoirement salarié. Donc, dans ce cas-là, en cas de statut de conjoint collaborateur, il aura un compte sur lequel il versera des cotisations liées à sa retraite. Alors, ces statuts ont été créés parce que beaucoup de conjoints participaient à la vie de l'entreprise, mais n'avaient aucune protection. Et lorsqu'ils prenaient la retraite ou lorsque le chef d'entreprise décédait, eh bien, il n'y avait aucun droit d'ouvert ou très peu au niveau du montant de la retraite. L'entraide familiale, alors là aussi, c'est encadré. C'est une tolérance pour les ascendants, les descendants. L'ami de 30 ans, on oublie. Présence exceptionnelle, non prévisible. Là encore, je vais donner un exemple tout à l'heure, hein, et présence non indispensable à la bonne marche de l'entreprise. Parce qu'en cas de contrôle, si le conjoint participait régulièrement, donc dans le cadre de l'entraide familiale, à l'activité de l'entreprise, on serait dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, parce qu'en fait, par rapport à une entreprise qui, entre guillemets, jouerait le jeu, c'est-à-dire déclarerait son conjoint, et vous qui ne le feriez pas, eh bien, vous seriez répréhensible. Alors, un exemple, je suis fleuriste, j'ai un commerce. Ce matin, je me lève, j'ai de la fièvre. Bon, je réussis à avoir un rendez-vous chez le généraliste. Parallèlement, mon conjoint est libre ou mon père ou ma mère peuvent ouvrir le magasin et me remplacer le temps que j'aille chez le médecin et chez le pharmacien. Et ensuite, on décidera si j'ai un arrêt de travail, comment on fonctionne après. Bon, là, en cas de contrôle, hein, parce que ça peut arriver, hein, les contrôles, on va le voir, peuvent se faire sur un secteur géographique. En cas de contrôle, bon, vous pouvez apporter la preuve que vous étiez absente parce que vous étiez chez le médecin et ensuite chez le pharmacien, et voilà. Et ce n'était pas prévisible, c'était exceptionnel. A contrario, si vous avez rendez-vous chez un spécialiste, là, c'est souvent plusieurs mois à l'avance, là, vous pouvez décider de soit fermer le magasin ou de prendre un salarié le temps de votre absence. Voilà la grande différence au niveau de la notion d'entraide familiale. Un autre point de vigilance, c'est la requalification du statut d'auto-entrepreneur en salarié. Le salarié, c'est un contrat de travail, l'auto-entrepreneur, c'est un contrat de mission ou d'entreprise. Lien de subordination, prestation de service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, les conditions d'exercice. Si vous exercez au sein d'une entreprise, que les rendez-vous sont pris par l'entreprise, pour les rendez-vous des clients sont pris par l'entreprise, donc que vous êtes soumis à des horaires, eh bien là, vous avez tous les risques que votre contrat soit requalifié en salarié. Voilà, le non-salarié, il est libre de ses horaires. Il exerce dans l'absolu où il veut, hein, et donc voilà, grande différence. Et là, je vais aborder les services en ligne. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions? Bonjour Véronique, oui, quelques questions à te poser. Donc, de la part de Geoffrey, effectivement. Donc la première petite question, sur les factures, même si mon entreprise a un nom, faut-il spécifier entreprise individuelle?
Alors, par nom, je pense que la personne pense à un nom commercial. Le Ça doit être nom ça. de l'entreprise, ça va être, comme je le disais, Véronique Clément. Alors, EI Véronique Clément ou Véronique Clément EI. En dessous, si vous mettez un nom commercial, bon, bah, c'est votre choix, il n'y a aucun problème. Mais les factures doivent être au nom de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est une personne physique. Donc, comme je vous le dis, Véronique Clément ou EI avant ou après le nom, sur les factures, sur le site internet, sur les flyers, etc., sur tous les documents, les devis, etc. Je Très ne sais bien, pas merci. si j'ai répondu à la question. Hein. Oui, en fait, Un nom c'était vraiment commercial. savoir voilà, si la notion d'entreprise individuelle était obligatoire et tu as répondu à la question, Ah ben voilà, effectivement. hein, ça c'est Très obligatoire. bien. Vous êtes une entreprise individuelle. Une entreprise individuelle, c'est une personne physique et donc c'est un nom. Voilà. Deuxième question, toujours de la part de Geoffrey, donc concernant la TVA. Donc, concernant la première année, s'il y a un dépassement de 37 500, doit-il donc inclure la TVA dans les factures? Alors, Alors, j'ai pas plus de précision, savoir si c'est une profession libérale, quoi, prestation de service ou de la vente de marchandises. C'est vrai que ça nous aurait aidé. Mais est-ce que tu peux nous réexpliquer le principe de TVA, Véronique, s'il te plaît? bon, alors, c'est une question, on va dire, qui est fiscale, hein, elle n'est pas sociale. Donc, je suis allée sur le site impôts.gouv, d'accord? Et donc, je, je vais donc lire, hein, c'est un peu, si le montant du chiffre d'affaires dépasse le seuil de la franchise de base de la TVA, vous perdrez le bénéfice de la franchise au 1er janvier N, donc 2025, si votre chiffre d'affaires de l'année N-1, 2024, a excédé la limite de 85 000 € sans dépasser les 93 500. Alors, vous aurez J'apporte le un, diapason. j'apporte un complément, Véronique, hein. Geoffrey m'a répondu, c'est bien, il est bien en prestation de service, hein. Donc, ça donnera peut-être une indication complémentaire pour Alors, apporter une j'allais réponse. y arriver. Pour les activités de vente, donc de biens corporels, de vente à consommer sur place, voilà. Et ou 37 500, d'accord, sans Mmh. dépasser les 41 250 pour les autres activités de prestation de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est entre 85 000 et 93 500 pour une année civile, d'accord? Si on est entre ces deux chiffres-là, ça sera au 1er janvier de l'année suivante pour tout ce qui est vente. Et si on est entre 37 500 et 41 250, pareil, pour les activités de prestation, ça sera au 1er janvier de l'année suivante. D'accord? Par contre, si on dépasse nos 93 500 pour la vente ou nos 41 250 pour les activités de service, là, c'est le jour du dépassement. J'insiste, le jour du dépassement. Et Très bien. donc, il faudra appliquer de la TVA. Alors là, il faut voir avec l'administration fiscale quel est le taux de TVA en fonction de l'activité. D'accord? Donc Oui, là, bien je ne vais sûr. pas vous répondre. Cela dit, simplement pour vous rappeler qu'en début d'année 2025, il y avait eu, comment pourrais-je dire, une loi, Proposition. voilà, une loi sur 25 000 € de chiffre d'affaires, enfin chiffre d'affaires au niveau de la TVA. Alors, une nouvelle loi du 3 novembre a été comment, enfin, proposée là au niveau du journal officiel, donc le 3 novembre, qui confirme les montants que je viens de vous donner. A contrario, en 2026, bon, pour l'instant, c'est sur l'année 2025. Bon, on peut supposer qu'il y aura à nouveau, que ces montants-là seront à nouveau donc reconduits, mais bon, je ne vais pas m'avancer pour ce que je ne suis, enfin, ce que je suis pas sûre, hein, d'accord? Donc, vous avez pas mal d'informations sur impôts.gouv, d'accord?
voilà, que vous pouvez retrouver comme je l'ai fait. Très bien. Est-ce que est-ce que c'est clair? Alors pour moi, oui, effectivement, c'est ce que j'allais poser, comme question à Geoffrey, donc rassure-toi, je me charge de lui répondre. Maintenant, j'ai une dernière question pour toi de la part d'Élodie, qui cumule une activité salariée auto-entreprise. En tant que coach sportif, dans le cas où elle se blesse dans le cadre de son activité de coach, elle ne cotise pas à l'accident du travail, hein, bien entendu. Heu Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là en termes d'assurance maladie? Est-ce que tu peux, nous expliquer? En Alors termes d'indemnité d'accident de travail plutôt, pardon. alors en tant que enfin, si elle a un accident de travail en qualité de coach, nous sommes d'accord, c'est ça la question, Mmh. hein? Oui, Pas actuellement, pas donc lorsqu'elle est Élodie a salariée, une parce que double si elle elle a une double activité. Elle se oui, oui, blesse mais j'ai dans le bien cadre de son compris. activité d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe derrière en termes Voilà, d'assurance hein, maladie? parce qu'en salarié, c'est simple, Mmh. il y a pas de problème, elle est prise en charge. Au niveau de l'auto-entrepreneur, on a bien vu qu'il y avait pas donc de prise en charge spécifique lorsqu'on est auto-entrepreneur et qu'on a un accident de travail ou une maladie professionnelle. Puisqu'on cotise pas, enfin, dans la mesure où on ne cotise pas, il n'y a pas une prise en charge spécifique. D'accord? Ça voudra dire quoi? Ça voudrait dire que bon, bah, OK, elle pourra quand même, bénéficier de soins, pour se soigner, enfin, dire que mais la la, les cotisations, donc, assurance, qui sont en plus dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, couvre beaucoup plus de choses, c'est-à-dire qu'en fait, si, cet accident du travail débouche sur une invalidité, liée à ça, heu, il y a une prise en charge supérieure lorsqu'on a un accident du travail et qu'on a cotisé contre enfin, pour, contre le risque, d'accord? Alors que sinon, bon, bien sûr, elle pourra aller voir un médecin, bien sûr, elle pourra bénéficier d'une radio et cetera, mais il y a certaines prises en charge qui ne seront pas faites, donc elle aura, des montants qui risquent de rester à sa charge, qui sont spécifiques, par exemple, à son accident du travail. Alors là, c'est pareil, nous, URSSAF, on encaisse les cotisations, on est bien d'accord. On n'est pas là pour verser des prestations, donc je ne peux que lui conseiller de voir avec, la caisse primaire, surtout voir, la couverture qu'elle aura, hein, en cas d'accident de travail dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur. Et puis voir éventuellement, je dis bien éventuellement, c'est elle qui si elle veut, heu, adhérer à une assurance volontaire de la caisse primaire, voir bien, le montant, qui sera réclamé pour la couverture de ces 2 risques, mais surtout, de voir la prestation par elle-même, pour pouvoir éventuellement la comparer avec une assurance privée, hein, puisque il faut pas c'est comme avec les mutuelles, il faut pas comparer forcément qu'avec le prix. Il faut regarder aussi derrière le montant de la prestation. Lorsque vous choisissez une mutuelle, bon, l'idéal, c'est de regarder le prix, ça je le conçois, mais de regarder derrière ce qui est pris en charge et quel est le pourcentage de prise en charge. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent: «Ah ben moi j'ai été remboursée de tant» et puis l'autre à côté: «Bah non, bah moi non, c'est pas normal». Bah oui, dans la mesure où la différence, ça sera la mutuelle. Hein, on a vu que la prise en charge de base est la même pour tout le monde. Après ce qui fait la différence, c'est la mutuelle ou, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le fait d'avoir pris une protection contre ces 2 risques ou pas et ensuite d'avoir, pris la protection au niveau de la MEDI, de la caisse primaire ou auprès d'un organisme privé. C'est très important de regarder la couverture sur la durée et vraiment la prise en charge,
Est-ce que ma prise en charge va durer jusqu'à ce que mon entreprise ferme ou est-ce que la prise en charge ira après la fermeture de mon entreprise? Donc voilà, par rapport à Élodie, je ne pourrais que lui conseiller de se rapprocher de la caisse primaire. Je suis désolée, mais là, c'est vraiment une prestation. Mais en gros, il y a une différence. Elle sera quand même soignée, mais s'il y a des soins supplémentaires que pourrait donc indiquer la caisse primaire, là, je ne vais pas m'avancer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Merci Véronique. On va pouvoir passer à la suite et nous attendons également vos questions sur la deuxième partie de cette présentation avec Marine. Nous répondons au chat. Nous attendons vos questions. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Donc, je me présente, Fabrice Baïf, donc référent des offres de services sur le site du Havre. Donc, moi, je vais vous présenter tout ce qui est dématérialisation de votre déclaration de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez absolument déclarer votre chiffre d'affaires brut, donc sans aucune déduction, sur le site internet. Donc, même si vous avez une déclaration à 0, il faut que vous fassiez votre déclaration puisque si vous souhaitez une attestation et qu'il nous manque une déclaration, vous ne pourrez pas l'avoir. Donc, il faut vraiment déclarer même si votre chiffre d'affaires est nul pendant une période et donc il faut le faire sur internet. Donc, le site, c'est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Bon, ça, vous devez le connaître. Ou alors, l'application Auto-entrepreneur URSAF, donc, qui est disponible sur, les, disponible sur les différents. Donc, pour la connexion, vous allez donc sur le site Auto-entrepreneur et vous vous connectez. Donc, vous allez sur Mon compte. Donc, ça, vous connaissez déjà. Vous cliquez. Donc, arrivé un moment, on vous demande votre numéro de sécurité sociale sans la clé ou ou votre adresse mail et vous rentrez votre mot de passe. Donc là, vous arrivez sur ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, vous avez votre fil d'activité et différentes applications qu'on vous propose. Donc, déclarer payer, mes paiements, mon compte. Donc là, on pourra voir vraiment toutes les informations. Donc, pour déclarer, donc vous irez dans mes échéances en cours. Donc là, vous allez avoir donc sur mon auto-entreprise au quotidien. Donc, vous pourrez cliquer sur mes échéances en cours et à ce moment-là, donc vous allez remplir votre déclaration de chiffre d'affaires. Vous mettez votre chiffre d'affaires de prestation de service. Donc, si vous êtes BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou si vous avez des prestations de services, donc et des ventes de marchandises. Donc, prestation de services des autres services, c'est pour tout ce qui est profession libérale réglementée. Donc là, une fois que vous avez rempli le montant du chiffre d'affaires, vous cliquez sur suivant et là, à ce moment-là, on vous propose le montant des cotisations. Donc, sur le montant des cotisations, vous pouvez voir qu'il y a les différents pourcentages. Donc, évidemment, sur ces pourcentages, si vous avez demandé l'ACRE et vous êtes à 21,20, donc là, ça veut dire que l'ACRE n'a pas été positionné. Donc, il faudra nous contacter donc, en utilisant la messagerie, on verra plus tard, et pour que nous, on puisse vérifier qu'effectivement, vous avez bien l'ACRE, qu'on fasse la modification donc, dans notre base de données et comme ça, vous pourrez valider la déclaration avec l'ACRE. C'est exactement pareil pour le versement libératoire. Si vous l'avez demandé et au moment de l'inscription et que vous nous avez contacté en disant selon j'ai contacté les services fiscaux, ils m'ont précisé que je ferais mieux de ne pas bénéficier de l'impôt
de l'impôt, donc le versement libératoire. Donc là, à ce moment-là, vous nous contactez aussi. Une fois, si vous êtes sûr donc que les taux sont bons, vous faites valider et là, on vous demande de confirmer que vous avez bien validé cette déclaration et vous avez un certificat. Donc, vous pouvez télécharger le certificat aussitôt, donc par rapport à la déclaration. Et vous pouvez le fournir après à la CAF pour ou à France Travail si vous bénéficiez d'aide au chômage. Donc, une fois que vous avez validé votre déclaration, vous pouvez effectuer le télépaiement. Donc, le télépaiement, vous pouvez soit payer par mandat CEPA, donc vous enregistrez une première fois votre RIB et sur le système. Donc, une fois que vous avez validé votre mandat, donc vous pouvez l'utiliser pour tous les paiements. Donc, vous cliquez sur payer via ce mandat et là, à ce moment-là, vous aurez effectué le paiement. Vous pouvez le modifier et l'annuler jusqu'au jour de l'échéance. Vous pouvez également payer soit par carte bancaire ou par virement en ligne. Donc, évidemment, le paiement par carte bancaire, donc c'est un paiement comme sur tous les sites marchands. On vous demande donc le titulaire, le numéro de carte, le mois, l'année et le pictogramme qui est placé derrière la carte bancaire. Mais pour effectuer ce paiement par carte bancaire, il ne faut pas qu'un mandat de télépaiement ait été validé, un mandat CEPA. Si vous avez validé un mandat CEPA et vous voulez revenir pour payer par carte bancaire, parce qu'effectivement, le paiement par carte bancaire, si vous validez votre paiement le 10, vous serez payé le 10, le paiement sera effectif le 10, donc sur votre compte bancaire, le 10 ou le 11, on enlèvera le montant. Si vous payez par mandat, donc ça sera extrait à échéance, donc c'est le dernier jour du mois. Donc, si vous voulez vraiment anticiper pour que vous soyez tranquille, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui le font. Si vous voulez être tranquille et que vous faites votre déclaration le 2 et vous voulez que le paiement soit fait le 2 ou le 3, il faut payer soit par carte bancaire ou par virement. Mais à ce moment-là, donc, il faut soit résilier le mandat si vous en avez de près, on ne sait pas si vous en avez validé un ou ne pas du tout en valider. Donc, le paiement donc par virement, bah, là, vous pouvez payer et à ce moment-là, vous êtes redirigé vers votre banque, donc et pour effectuer un paiement. Donc, voilà. Vous avez une rubrique qui s'appelle mes échéances à régulariser. Donc, si vous avez oublié de valider une déclaration, vous pourrez toujours la valider en retard. Donc ça, il n'y a pas de souci. On arrive sur une rubrique qui est mes documents. Donc, dans cette rubrique-là, vous pourrez voir l'historique de vos déclarations. Donc, toutes les déclarations qui ont été extraites. Donc, j'insiste bien là-dessus. Si vous avez donc vous avez commencé votre activité au mois d'octobre et que vous êtes mensuel, les déclarations d'octobre, novembre et décembre seront exigibles avec celles de janvier, donc au 28 février. Donc, les déclarations que vous avez validées d'octobre, novembre, décembre et janvier ne seront visibles dans l'historique de mes déclarations à compter du mois de mars. Donc, c'est vraiment les déclarations extraites. Et bon, ça, c'est valable. Vous avez un accès sur les déclarations pendant une quinzaine d'années, donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, c'est vraiment les déclarations extraites. Vous pouvez télécharger vos justificatifs si vous en avez besoin. Vous avez une autre rubrique qui s'appelle « Mes attestations ». Donc là, mes attestations, vous avez accès à votre attestation de vigilance, de l'attestation fiscale. Donc ça, c'est l'attestation qui est disponible dès que la déclaration de décembre pour les mensuels ou
quatrième trimestre pour les trimestriels, donc exigible au 31 février, donc vers le 31 janvier, excusez-moi, donc vers le 3 février, la déclaration fiscale est disponible. Pas avant, c'est pas la peine d'essayer de la télécharger en début d'année, vous ne l'aurez pas. C'est exactement pareil pour une attestation de chiffre d'affaires. Vous aurez la déclaration de chiffre d'affaires que vous avez actuellement, mais tant que la déclaration n'est pas extraite, vous ne pouvez pas avoir de déclaration de chiffre d'affaires pour l'année. Vous avez l'attestation de formation professionnelle. Donc là, effectivement, il faut avoir cotisé au moins qu'il y ait un mois avec un chiffre d'affaires, sinon elle est à zéro et vous ne pourrez pas l'avoir. Donc, et vous avez l'attestation de vigilance qui vous précise que vous êtes à jour de vos déclarations et de vos paiements. Donc ça, c'est si vous avez un client qui vous la demande. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est la rubrique Mes documents. Et donc, vous avez aussi une autre rubrique qui s'appelle Ma messagerie. Donc là, vous avez c'est vraiment la partie où vous pouvez échanger avec l'URSSAF. Si vous avez une question à nous poser, si vous n'êtes pas sûr d'un fait, si vous dites: «Est-ce que je dois déclarer ça? Est-ce que ça, c'est considéré comme un débours?» J'ai demandé l'ACRE et je viens de m'apercevoir qu'effectivement, au moment de ma déclaration, l'ACRE n'est pas positionné sur ma déclaration. J'ai demandé à ce que le versement libératoire soit supprimé ou soit ajouté et n'est pas sur la déclaration, ou alors les locations meublées. Je suis en location meublée et je ne vois pas sur ma déclaration où j'ai une dette et je veux effectuer un délai. Tout passe par la messagerie. L'avantage de la messagerie, c'est que on ne peut pas supprimer les messages, donc c'est tracé et vous avez un historique donc de vos demandes et des réponses URSSAF. Donc vous passez par la messagerie, donc vous choisissez une demande et donc là à ce moment-là, après dans la rubrique Mon message, vous avez un encadré Mon message. Donc là vous écrivez votre message, vous envoyez et là ça arrive directement à votre gestionnaire. La personne s'occupe de votre compte à l'URSSAF et elle vous répondra. Vous avez donc d'autres rubriques donc, qui s'appellent Aller plus loin. Donc là, c'est pour faire évoluer votre auto-entreprise. Donc c'est des liens qui sont faits vers les différents organismes de protection sociale. Donc si vous souhaitez modifier votre activité, donc là, vous allez être redirigé vers l'INPI, donc pour que vous puissiez effectuer une modification de votre activité ou faire par exemple une adjonction d'activité. Exactement pareil pour cesser mon activité. Si vous cliquez sur cesser mon activité, vous êtes redirigé vers l'INPI donc pour effectuer votre cessation d'activité et donc la protection quotidienne. Bon, bah, là, si vous voulez une question sur vos indemnités journalières, vous serez redirigé vers Amélie. Ou alors, si les questions sur la retraite, sur la Tirsat ou la CIPAV. Donc voilà, ça c'est vraiment des liens donc où vous pouvez, si vous souhaitez, soit faire évoluer votre auto-entreprise ou votre protection sociale et cesser votre activité. Donc là, il faut passer effectivement par cette rubrique-là ou aller directement sur l'INPI. Donc là, c'est ma partie terminée. C'était assez rapide. Et Marie, est-ce qu'il y a des questions? Alors, concernant les services en ligne, non, nous n'avons pas de questions. Malgré tout, est-ce que tu peux nous redire à quel endroit on retrouve donc le justificatif, de déclaration, concernant, les personnes qui seraient inscrites à France Travail, par exemple? Faut leur Voilà, alors, fournir. c'est effectivement beaucoup, on a beaucoup ces questions au téléphone par les auto-entrepreneurs. Ce que je vous disais, quand vous validez votre déclaration, ça elle est toujours en cours.
Donc là, par exemple, nous sommes au mois de novembre, les personnes déclarent le chiffre d'affaires du mois d'octobre. Donc octobre est exigible au 30 novembre. Quand ils vont valider leur déclaration, donc si on valide sa déclaration le 12 novembre, si on est 12 novembre, si on la valide, elle ne sera extraite que le 30 novembre, donc elle ne sera pas disponible dans mes documents. Mais au moment de la déclaration, dès que vous validez votre déclaration, vous avez un justificatif aussitôt qui est disponible et vous pouvez le télécharger. Une fois que la déclaration donc, sera extraite, donc début décembre, donc là, évidemment, la déclaration se positionne dans la rubrique documents et là, vous pouvez télécharger le justificatif dans la rubrique documents et mes déclarations. Une autre question qui vient de tomber de la part donc et à quelle date faut-il exactement faire sa déclaration? Alors là, je n'ai pas de précision si c'était une participante qui est en déclaration mensuelle ou trimestrielle, mais est-ce que tu peux nous expliquer Oui, un petit peu il le n'y a pas de principe souci. déclaratif? Merci. Pas de problème. Les déclarations donc sont disponibles le premier jour du mois qui suit la période de référence. Donc la période de référence, là c'est octobre, donc qui est exigible à compter disponible à compter du 1er novembre. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour effectuer votre déclaration. Après, c'est à vous. On ne va pas nous intervenir dans votre gestion. Si vous voulez déclarer en début de mois, vous déclarez en début de mois. Vous voulez déclarer en fin de mois, vous déclarez en fin de mois. Sachant que de toute façon, les déclarations sont modifiables jusqu'au dernier jour du mois. C'est-à-dire que la déclaration du chiffre d'affaires d'octobre est modifiable jusqu'au 30 novembre. Ça, c'est pour les mensuels. Il y a également les trimestriels. Donc là, c'est des trimestres civils. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième. Même si vous avez commencé en cours d'un trimestre, c'est-à-dire vous avez commencé votre activité au mois d'août. Donc, ça concerne donc le troisième trimestre, juillet, août, septembre. Donc là, évidemment, le troisième trimestre est disponible à compter donc du 1er octobre, donc et était à faire jusqu'au 31 octobre. Là, par exemple, le quatrième trimestre, octobre, novembre, décembre, sera disponible à compter du 1er janvier et exigible au 31 janvier. Donc, vous pouvez modifier votre déclaration pendant tout ce mois. Donc, et après, il n'y a pas de... C'est vous qui voyez pour valider votre déclaration. Si vous souhaitez la faire en début de mois pour France Travail, effectivement, bah, vous le faites dès le 1er et le 2. Si vous voulez que le paiement soit extrait et que sur votre compte bancaire ne reste que ce qui vous concerne, donc vous avez payé vos cotisations, bah, vous faites ça en début de mois, vous payez par carte bancaire, et là, vous serez tranquille. Pour la plupart il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui font ça, qui sont extraits en début de mois, comme ça, ce qui leur reste sur leur compte dédié, c'est pour eux, donc ils le prennent, et puis après, vous faites ce que vous voulez avec votre revenu, une fois que vous avez payé les cotisations. Mais certaines personnes vont attendre le dernier jour du mois, d'autres au milieu. Il n'y a pas de date à privilégier, c'est vous qui voyez, qui gérez votre paiement, mais il faut savoir que les déclarations sont disponibles dès le premier jour qui suit la période de référence et sont exigibles jusqu'à la fin de ce mois. J'espère avoir été clair. Très bien. Et une petite dernière question justement concernant la déclaration en ligne, hein, c'est bien le chiffre d'affaires encaissé que l'on doit déclarer. Oui, comme disait Véronique, ce qui est vraiment important, c'est ce que vous avez touché. C'est pour ça que si on vous conseille d'avoir un cahier de recettes, un fichier Excel, c'est bien aussi, ça, il n'y a pas de problème. Et vous mettez ce que vous touchez jour par jour ou mois par mois.
Et si vous faites une facture le 30 novembre, mais que vous êtes payé, que la personne vous a fait un virement au mois de décembre, vous déclarerez ce chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Vous ne payez des cotisations que sur ce que vous avez touché, pour justement éviter des personnes, des problèmes. Par exemple, on a eu, nous, une personne qui avait déclaré ses factures, et pour une grosse facture qui était à peu près de 2 000 €, son client ne l'avait pas payé, et elle avait payé des cotisations sur 2 000 €. Alors après, vous pouvez toujours revenir vers nous, passer par la messagerie et nous dire, bon ben voilà, moi j'ai déclaré tel montant, je me suis trompé, je n'ai pas perçu cette somme-là, est-ce que vous pouvez modifier? Donc là, on modifiera la déclaration, puisque voilà, c'est sur l'honneur, donc on va vous croire, et on fera des modifications. Mais pour éviter tout ça, c'est vraiment ce que vous avez touché. Donc là, normalement, vous n'avez pas à revenir sur votre déclaration. Là, en octobre, vous regardez au 31 octobre, j'ai touché 8 506 €, je déclare 8 506 €. Si j'ai une somme qui m'arrive début novembre, elle sera à déclarer en novembre. Très bien. Bah, merci, merci Fabrice, hein, pour, ces précisions. Sachant que nous avons encore quelques petites questions auxquelles nous répondons, hein, donc rassurez-vous, ne vous oublions pas. Nous répondons à l'ensemble, hein, de vos questions. Soyez un petit peu patients parce que toutes les questions sont arrivées en même temps. Je vous ai également mis à disposition dans la rubrique, donc publiée un lien Forms, hein, pour ceux qui souhaitent obtenir le, support version papier. Vous pouvez donc répondre à cette enquête de satisfaction accompagnée de votre adresse mail et le support vous sera adressé, prochainement. Merci à tous, hein, d'avoir été aussi nombreux pour, ce webinaire, et bien et on nous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans vos projets professionnels. Merci à tous. Alors avant de se quitter, on va finir le diaporama, hein. Donc vous avez, donc vous pouvez nous demander ces mémentos qui sont bien pratiques au niveau, des numéros de téléphone des différents contacts que vous pourriez avoir. Alors soit en tant qu'auto-entrepreneur, on a dit, artisan commerçant, profession libérale non réglementée, ou rattaché à la CIPAV. Les moyens que vous avez de nous contacter, hein, vous les voyez s'afficher à l'écran, hein, au niveau donc, enfin, d'avoir de l'information, l'URSSAF, YouTube, hein, vous retrouverez d'ailleurs ce webinaire dans quelques temps sur YouTube, et LinkedIn, voilà. l'URSSAF est moderne. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la liste des liens qui apparaissent à l'écran. Alors bien sûr, le site de l'auto-entrepreneur, mais vous avez un site qui est intéressant, mon-entreprise.ursaf.fr. Le jour où vous souhaiteriez changer de statut et même pour faire des estimations au niveau de votre chiffre d'affaires, eh bien, allez sur ce site, vous aurez une mine d'informations. Il est gratuit, il est mis à jour par l'URSSAF, puisque c'est un des sites de l'URSSAF. Un autre site intéressant, c'est BPI France Création, avec pareil, de l'information. Vous voyez tout ce qui est au niveau de la TVA. Alors, je suis allée sur le site impôts.gouv, service public, on les voit d'ailleurs s'afficher. Et puis, par exemple, hein, j'ai tout un dossier sur le micro-entrepreneur, comment déterminer vos droits à la retraite. Et donc, vous en êtes loin, mais ça peut toujours être intéressant, hein, de savoir ce qu'est la retraite de base et la retraite complémentaire, comment elle est calculée, etc. Donc, le site BPI, franchement, ça fait partie des sites que je conseille, comme le service des impôts, bien entendu. Voilà, donc cette petite aparté pour vous inviter éventuellement à vous inscrire, je sais que ça fera des newsletters en plus sur votre boîte mail, mais bon, ça peut être intéressant. Voilà, je vous souhaite, enfin, nous vous souhaitons d'ailleurs, la réalisation de votre projet, la réussite bien entendu,
et donc un bel avenir professionnel. Au plaisir. Au Au revoir. revoir.